Yes! C'est fabuleux! Thomas Levet. Les Grecs. Journal du golf, le podcast sur l'équipe.fr. Salut à tous, bienvenue dans le podcast du Journal du golf. Cette semaine, nous reviendrons sur le top 10 de Mathieu Pavon et Raphaël Jacquelin en Irlande la semaine dernière. Et nous reviendrons sur le golf national avec cette question: l'Albatros est-il un parcours taillé pour le match-play? Et avec moi pour animer cette émission, Benjamin Cadieux et Arnaud Tillous du Journal du golf. Salut messieurs. Salut JP. Salut Jean-Philippe. Allez, on file tout de suite sur le tour européen. On l'a dit la semaine dernière, donc se déroulait l'Open d'Irlande avec cette victoire, la victoire de Russell Knox qui s'est imposé avec la manière, un -14. C'était impressionnant de voir cette victoire de l'Écossais. Ouais, plus que cette victoire de l'Écossais, c'est surtout le tournoi qui était beau. C'était un peu comme l'Open de France la semaine d'avant. Voilà, c'était un super parcours. On s'est régalé tout le dimanche, mais même pendant 4 jours, il pouvait tout se passer. Super endroit, super découverte, super tournoi, super vainqueur. Et en revanche, la mauvaise nouvelle pour nous, c'est que ça fait un candidat de plus à l'équipe européenne de Ryder Cup avec cette victoire de Knox en Rolex Series. Donc les chances d'avoir un Français en plus qui s'amenuisent. Déjà qu'elles n'étaient pas bien grandes parce que malheureusement Alex Levy n'est pas très en forme. Mais là, on a l'impression que tous ceux qui ont une chance d'y accéder frappent à la porte. Donc, ça devient de plus en plus compliqué pour Alex. En tout cas, c'est le début de la période Lynx sur le tour européen, Benjamin. Pour revenir sur Knox. Ouais. Il est fort, c'est ça que vous voulez dire ? Il est fort, Knox. Merci de me l'avoir. Non, c'est l'un des joueurs européens les plus en forme. Hein. Il débarque pas de nulle part. Il faut rappeler qu'il a fini dans le top 20 mondial il y a 2 ans et qu'il n'avait pas été pris pour la Ryder Cup par c'était qui le capitaine, c'était Darren Clarke pour Hazeltine, et c'était une des surprises. Il avait été très déçu. Là, il revient en forme pile au bon moment. Il joue bien l'Open de France, donc runner-up sur le parcours qui va accueillir la Ryder. Il enchaîne avec une victoire. Là, on débarque dans son pays pour 2 tournois de suite, le Scottish et le British. Il faut juste noter que il est dans le top 10 des joueurs qui ont marqué le plus de points mondiaux côté européen cette saison. Donc un nouvel outsider qui arrive pour les 12. Ouais, ça c'est ce qu'on disait, c'est un candidat sérieux pour la Ryder Russell Knox. Il s'est déjà fait jeter entre guillemets une fois pour les wildcards et ça avait été très discuté à l'époque. Mais là je pense que Knox a retenu la leçon et il l'a dit. Là pour le Scottish et le British, il va falloir qu'il refasse encore des grosses perfs parce que il a dit en gros qu'il n'attendait pas de gestes de la part de Thomas Bjorn. Il a dit faut que je sois qualifié de droit selon ses mots. Donc en gros il compte pas sur les wildcards qui sont déjà quasiment verrouillés, quoi. On parlait justement de ce début sur le tour européen des Lynx, le retour des Lynx. C'est des parcours que vous appréciez, que vous aimez bien. Vous regardez justement les joueurs comme ça évoluer sur des Lynx. Pour vous, c'est l'essence même du golf. Ouais, c'est le berceau du golf et ça demande beaucoup de créativité. On sort un petit peu du target golf qu'on a quand même une bonne partie de la saison, notamment sur le PGA Tour. Là, il faut savoir faire rouler la balle quand il faut, aller éventuellement passer par un point D pour arriver au point B. Arnaud, je pense que vous pouvez confirmer. Mais ouais, c'est un régal. Jouer les Lynx, c'est très peu dans la saison, même en amateur. On en trouve très peu en France. Je crois qu'il y en a 3 ou 4, je crois, Arnaud, en France. Ouais, il y en a pas beaucoup malheureusement, mais c'est vrai que c'est du super golf. On aimerait en voir plus souvent. D'ailleurs, les joueurs aussi. Peut-être un peu moins les joueurs du PGA Tour, mais c'est sûr que les joueurs européens, mais même les joueurs du PGA Tour adorent jouer ces parcours. Et c'est vrai que ça change. Il y a beaucoup plus de créativité, beaucoup plus d'intelligence de jeu. Il y a beaucoup plus de vainqueurs possibles également, parce que c'est pas uniquement les longs frappeurs jeunes. On a vu Norman qui avait failli s'imposer, Tom Watson qui avait failli s'imposer aussi à 50 ans passés tous les deux. Donc voilà, c'est vraiment une façon de jouer au golf qu'on adore. Et en plus, peut-être qu'on l'aime encore un peu plus parce qu'on la voit pas souvent. On la voit de moins en moins souvent. Tous les nouveaux parcours quasiment. Enfin, c'est très rare qu'on fasse des Lynx. On fait plutôt du target golf, comme disait Benjamin. Alors, pour citer en France, Vimereux, Granville, qu'est-ce qu'on a d'autre comme Lynx ? Saint-Jean-de-Mont. Saint-Jean-de-Mont, il y en a que 9, quoi. Ouais, il faut rappeler aux gens qui nous écoutent qu'il y a toujours le grand débat. Qu'est-ce qu'un Lynx ? Un parcours peut être en bord de mer sans être un Lynx. Et je crois que la définition des puristes, je crois qu'Arnaud va nous aider là-dessus, c'est la première bande de terre
cultivable après la plage, Ouais, c'est ça? c'est ça. Et voilà, normalement, il n'y a pas d'arbres. Donc, non, malheureusement, en France, on n'en a pas beaucoup. Mais Alors le golf national, Vimereux et Granville. le golf national, c'est un type links alors le golf national ou c'est. Les linksy, on va dire, mais c'est quand même beaucoup du target golf, je trouve, avec les fairways. Même si les fairways étaient un peu plus roulants cette année, je trouve que ça reste quand même un parcours américain. Je crois qu'Arnaud, l'architecte, est plus ou moins américain, non? Ouais, l'architecte est beaucoup plus américain qu'on ne le dit ou que certains veulent bien le dire. Non, c'est pas un links. On en a beaucoup parlé cette année. Mais ça ressemble un peu à un links. Ça ressemble il y a trop d'eau, il y a trop d'eau pour voilà, il y a beaucoup trop d'eau et même c'est vraiment du target golf. Même si à un moment ils avaient essayé de le préparer comme un links justement pour essayer de préparer les joueurs au British Open et en essayant, enfin, c'était pas les meilleures années de l'Open. Non, c'était pas les meilleures années. Et maintenant, voilà, tout le monde est d'accord, c'est du target golf, même si effectivement ça ressemble un peu à un links, c'est du target golf en tout cas. Alors justement, cet Irish Open, on retourne sur le Tour européen. Il a été bien animé par les Français. Le premier jour, on a vu notamment Adrien Sadé qui s'est montré en rendant une carte de 68 comme Mathieu Pavon. Alias Bidou. Exactement. Et bien justement, je vous propose d'écouter Bidou. Lui aussi, il nous parle de son amour des links. C'est vraiment ce que j'aime le plus, il faut être créatif. J'ai joué 3 fois le parcours, il y a eu 3 vents différents, donc ça demande beaucoup d'imagination et je suis très heureux d'être là. Oui. Alors ça s'est un peu moins bien passé par la suite pour le Français qui termine tout de même 19e, 191 000 points à la Race to Dubai, 113e. C'est compliqué, c'est sa première saison sur le Tour européen. Est-ce que c'est sa première saison, son retour sur le Tour européen, vous léchez la tête. Est-ce que c'est plus dur qu'avant de conserver sa carte sur ce circuit, messieurs, depuis l'arrivée des Rolex Series? Il faut mettre plus d'argent, même s'il y a plus d'argent à gagner, il faut quand même mettre autour de 400 000 euros et c'est quand même d'une dureté incroyable. Hein. Et puis le champ de joueurs, la densité du champ de joueurs, même si les stars sont toujours là et qu'il y a toujours eu des stars sur l'European Tour à l'époque des Woosnam Langer, c'est au milieu du champ que ça se joue aussi, que ça s'est identifié et c'est extrêmement difficile de garder sa carte. Vous le voyez, c'est difficile aussi avec les joueurs qui sont sur le Challenge Tour et qui ont du mal à remonter, donc ça veut dire la densité du golf actuel. L'année prochaine encore, on va peut-être perdre quelques Français. On sait que le nombre de Français sur le Tour européen ne cessait d'augmenter ces dernières années. Là, ça a un peu baissé cette année, c'était peut-être un peu logique, puisqu'il y avait moins de qualifiés directement. Mais on peut être encore plus inquiet pour l'année prochaine. Il n'y a pas qu'Adrien Sadier qui a du mal cette année sur le Tour européen. Il y en a un paquet, les Bourdi et compagnie. Voilà, Jacquelin, évidemment, même s'il a un bon résultat, il n'est pas dans les clous pour l'instant non plus. Avray non plus. Donc c'est dur pour tout le monde. Alors surtout pour ces joueurs, c'est très compliqué. Surtout pour ces joueurs qui viennent du Challenge Tour, où finalement c'est peut-être parfois compliqué d'être même dans ces gros tournois, dans ces gros. Il les joue là, là, il les joue quand même. Tous les catégories descendent assez bas cette année. Il n'y a pas eu. L'European Tour a corrigé le tir par rapport à l'année précédente. Il n'y a pas de scandale. Il n'y a pas de scandale cette année. Tout le monde joue à peu près tout, mais malgré ça, c'est dur de faire des places. Et voilà, pour l'instant, on est à nouveau inquiet pour nos joueurs français. Après, il reste pas mal de tournois à jouer, mais pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup dans les clous. Alors lui, il était rookie aussi l'an passé, il avait conservé sa carte. Mathieu Pavon, lui, a aussi encore réalisé une bonne performance. Il a même été leader, il me semble, à un moment. Il termine finalement 10e. Mathieu Pavon, pour l'instant, c'est notre meilleur Français. Il est vraiment sur une bonne dynamique, le Bordelais. Meilleur Français, où ça il est sur une bonne dynamique. Enfin, il avait raté le cut à l'Open de France. Il a fait un bon Open d'Irlande, moins bien que l'année dernière en Écosse où il s'était classé 3e, ce qui lui avait permis d'aller au British et de garder sa carte. Là, c'est pas fait encore pour lui, même si 10e sur un tournoi comme ça fait du bien, comme pour Raphaël Jacquelin. Il est pour l'instant 65e de la race, quasiment 360 000 points. Ah oui, ça devrait le faire pour Mathieu. Ouais. Alors, justement, messieurs, en ce moment, vous le savez, c'est la Coupe du Monde. Les joueurs de golf, fans de foot, essayent de suivre les matchs par tous les moyens. Justement, la semaine dernière, c'était France-Uruguay, au moment où Mathieu Pavon était sur le parcours. Il nous raconte comment, lui, il a vécu la qualif des Bleus en demi. Oui, c'est sûr, j'ai suivi ça. Je demandais aux deux jeunes qui portaient le scoreboard de me tenir informé. Voilà, après un premier but, j'étais assez content, mais on attendait la suite. Et puis un deuxième but arrive et je pense que ça m'a complètement libéré de savoir la France qualifiée et ça a libéré mon jeu. J'ai pu rentrer un bel eagle par la suite.
Voilà, Mathieu Pavon qui a pu Je suivre. ne savais pas qu'on avait parlé foot à ce podcast. Et justement, Benjamin, vous avez une anecdote sur Laura Davis qui apparemment, durant l'Evian Masters C'était l'Evian 96, durant l'Euro, Exactement, elle avait une. elle suivait aussi les matchs. Elle est complètement dingue de foot. Laura Davis, il faut savoir qu'elle a quand même un terrain de foot dans son jardin Et puis elle joue pas mal en et plus. qu'elle À chaque joue fois, très très bien. quand il y a le match entre les caddies et les Elle joueuses. court comme un lapin. Ah ouais. Elle court très très vite. Ah, non, ça, non, non. ça, mais pour de je vrai. l'ai pas vu courir, mais je Ah, sais qu'elle joue bien, quoi. On l'a vu justement au fameux match de charité en présence de Zidane. Les autres. Arazou, ouais. Elle jouait elle droite et c'était bluffant, une joueuse de cette puissance capable de courir aussi vite. De Une cette dingue- corpulence, vous vouliez dire. de cette puissance, oui. Non, c'est une dingue d'Arsenal et donc bref, elle avait tenu à voir la quart de finale de l'Angleterre à l'Euro 96. Donc elle avait pris une petite TV portative avec une grande antenne et cette scène en plein tournoi elle était en tête et qu'elle a finalement gagné. C'est une petite scène qui avait pas trop plu, je crois, à Monsieur Ribou, le boss propriétaire du tournoi. Allez, on revient sur le tour européen. On parlait de Mathieu Pavon. On le rappelle, il avait décroché sa qualif au British l'an passé en terminant 3e du Scottish Open. Et ben cette semaine, c'est aussi le Scottish Open. Alors du coup, il reste encore une chance pour devoir des Français à Carnoustie en plus d'Alexander Lévy. Il reste 3 places à prendre. 3 places à prendre, top 10, c'est quand même très très compliqué pour les joueurs français comme pour tout le monde, mais voilà. Mais pour revenir effectivement sur le classement des Français, actuellement ils sont que, on va dire, 5 ou 6 dans les clous pour conserver la carte. Il y a Raphaël Jacquelin aussi qui a fait un beau tournoi top 10, il a 270 000 €, il est 7e au classement chez les Français, en tout cas il est 82e en tout. Ça veut dire quand même que c'est compliqué pour Sadier, pour Gros, pour Avray, Wattel et Bourdi, voilà, tout cela. Il y a tellement d'argent à prendre dans les semaines. Non, c'est sûr, mais il va falloir. Il suffit d'une bonne, mais il faut le faire. Voilà, évidemment. il faut le faire. Alors, vous parliez justement de Raphaël Jacquelin. Cette 10e place, on va pas dire que c'est inespéré, mais il est sur une bonne dynamique. Non, c'est pas inespéré. Il avait fait 3e au Shot Clock Masters, après 66e au BMW, 37e à l'Open de France et là 10e. Il monte en puissance, Raphaël. Il nous l'a dit dans sa dernière chronique dans le journal du golf. Il joue mieux. Il retrouve son jeu, il voilà, l'a dit. En tout cas, il score mieux parce qu'il disait qu'il jouait pas mal jusque-là, qu'il avait quelques problèmes à scorer, il avait quelques absences, et notamment sur un tour dans un tournoi. Là, il arrive à en aligner à peu près 4 de suite, en tout cas pas trop loin à l'Open de France, et là, il a réussi à l'Irish Open. C'est sûr que c'est une bonne bouffée d'oxygène pour lui. J'avais suivi la partie de Greg Avray qui était bien placé à l'Open de France avec leur agent commun Michael Jones, qui disait qu'effectivement ces deux joueurs ont besoin de points, et là Raphaël a fait une bonne partie du chemin sur le tour européen. Beaucoup de travail de Raphaël Jacquelin avec Stéphane Barras, un coach de putting suisse très très scientifique qu'on vous avez présenté plusieurs fois, qui a bossé un peu avec Greg Avray aussi et qui a beaucoup apporté à Raph Jacquelin à son putting. Donc un joueur à surveiller, parce qu'un joueur qui a joué plus de 500 tournois et qui sait gagner, ça peut tomber n'importe où. Et Raphaël Jacquelin qui a aussi demandé les conseils d'un certain Guy Forger au niveau du mental, c'est ça Arnaud ? Ouais, on en a parlé dans le journal du golf aussi. Raphaël Jacquelin qui continue à étoffer son staff et à prendre les bons avis là où ils sont. Et en tout cas, apparemment, ça paye. On espère encore une bonne semaine en Écosse. Et en tout cas, pour la carte, c'est sûr que ça fait du bien. Il a bien travaillé son revers aussi, je crois. Allez, merci Benjamin pour cette anecdote. Un mot rapide sur Alexander Lévy qui est lui un peu dans le dur, 80-72 en Irlande, cut manqué. On le disait la semaine dernière, il est un peu fatigué, un peu cramé. Alexander, c'est Martin qui disait qu'il était cramé, ça se confirme malheureusement. On espère que, voilà, c'est ce que je disais à Martin, effectivement il est cramé, mais on peut toujours espérer un sursaut. C'était visiblement pas la semaine dernière, 80 déjà, c'était foutu pour le cut. Espérons que le week-end lui aura permis de se reposer. Malheureusement, on a vu qu'il avait encore participé à un petit clip du tour européen. Je pense que ça n'a pas dû lui prendre trop de temps non plus. Mais voilà, espérons qu'il s'est reposé et qu'il va réussir à signer enfin à nouveau un bon résultat. 65e à l'Open de France et dernier, en tout cas de ceux qui ont passé le cut. Cut manqué à l'Irish Open, ça commence à faire beaucoup comme résultat, plus que moyen. L'été, ça n'a jamais été trop sa période de pic de forme. Donc, même s'il avait fait un playoff ou une victoire au Porsche Open
l'année dernière. Il y a ces gros pets, c'est vraiment février-mars et octobre-novembre souvent avec Alex Lévy, quoi. Donc là pour vous, Benjamin, c'est cuit, enfin on sait jamais, mais c'est... Vous nous posez la question chaque semaine. évidemment, parce que mais ça n'est jamais cuit en sport. Voilà. Ça n'est jamais cuit en sport. Ouais, En tout cas, tant qu'il 2022 plus que jamais pour Alex. Je pense que ça sera très bien. On va digérer, on va laisser passer cette rider à domicile. Et pas 2020. Pas 2020, non. 2020, pardon. 2020, 2022. Mais c'est vrai, on va le laisser digérer ça et passer cette rider, même si, comme on l'a dit, JP, il suffit d'un bon Bridgestone ou d'un bon USPGA. Ou d'un bon Scottish. Ou d'un bon British. Pour la rider, Ou d'un bon il British. faudra plus qu'une victoire au Scottish. Une victoire en WGC, par contre, ça serait autre chose. Allez, on file tout de suite sur le PGA Tour qui a annoncé son calendrier pour l'année prochaine. Et ça bouge, Benjamin, oui, ça bouge. On le savait déjà, hein, l'USPGA sera désormais au mois de mai. Du coup, le Players bouge au mois de mars. C'était sa date d'origine d'ailleurs. Le Players Championship, effectivement. Conséquence, une fin de saison en août cette année, l'année prochaine, Benjamin. Ouais, il n'y aura plus que 3 étapes des finales de la FedEx Cup au lieu de 4. Et le Tour Championship s'achèvera à la toute fin du mois d'août, ce qui fait que les joueurs, en gros, sont en vacances au mois de septembre. Et conséquence logique, c'est un peu un jeu de chaise musicale, puisque sur le Tour européen, ça va bouger aussi. Sur le tour européen, donc le BMW PGA Championship de Wentworth, le plus gros tournoi régulier de la race européenne, va passer en septembre. J'ai eu Christophe Munizal, DTN, la Fédé française, qui m'a parlé de l'Open de France. Ça devrait passer en septembre aussi, voire octobre, faire une sorte de date un peu à la Trophée Lancôme. Vous savez, c'est ce qui permettrait à l'Open de France d'éviter la concurrence tous les 4 ans du mondial ou de l'Euro de foot, du départ du Tour de France, de Wimbledon, voire de la fin de Roland Garros. Donc ça pourrait aider à trouver des partenaires. Le Tour européen et la Fédé de golf aussi s'activent pour trouver ce fameux partenaire. Et le temps tourne, comme dit Christophe Muniesa, c'est une course contre la montre qui s'est engagée pour l'Open de France, mais on dirait que son avenir se joue en toute fin d'été, voire début d'automne. Et sur le circuit féminin, c'est le Levian Championship qui va reprendre sa date initiale de l'Evian Masters fin juillet. Super nouvelle, ça. Ouais. Ça avait rien à faire en septembre. Non, ça avait rien à faire en septembre. Ils se sont un peu plantés. Bon, ils n'avaient pas trop le choix non plus dans le calendrier. C'était compliqué d'être en juillet. Maintenant, ils peuvent à nouveau surtout la changer. conditions météo, c'était terrible. Hein. 2 tours en 5 ans, 2 tournois qui se jouent en 3 tours. C'est pas bien pour un majeur. C'est déjà pas bien pour un tournoi de golf, mais pour un majeur, c'est encore moins bien. Allez messieurs, on va continuer de parler de l'Albatros et de la Ryder Cup. Et on va se poser la question suivante. Est-ce que le parcours du golf national, le parcours de l'Albatros, est-ce que c'est un bon parcours pour le match-play? Messieurs, la question vous est posée. Est-ce que c'est un bon parcours pour la Ryder et pour ce type de jeu? Oui. Alors c'est un très bon parcours. Non, mais c'est parce que quand vous posez la question, il m'est revenu en mémoire un match play que j'avais joué et perdu au 21e trou. Mais voilà, non mais c'est un excellent parcours. Non, mais c'est un excellent parcours non, mais parce que je m'en souviens maintenant, c'est un excellent parcours de match play. Mais racontez-nous votre partie, Arnaud. Non, je vais pas vous raconter ma partie. On s'en moque. Battu par Jean-François Bessé. C'est presque ça. C'est presque ça. Vous êtes tombé tout près, Benjamin. Mais non, mais c'est vraiment un super parcours. Après, c'est sûr que il est tellement dur là qu'on peut se poser la question, celui qui va égarer son drive dans le rough, le trou il sera probablement mal embarqué, mais quand même ça va être un super parcours de match-play et surtout un super finish de match-play, ça c'est une évidence. Justement, on a posé la question à l'occasion de l'Open de France à Michael Lorenzo Vera. On lui a posé cette question: à quel type de rider on peut s'attendre? Alors premier élément de réponse. Une rider de mec qui chope les fairways et a gagné son match-play. C'est sûr et certain. Il y aura plein de trucs où d'un coup vous allez voir le mec du fairway là, jouer à 10 mètres du bon côté et pas batailler parce que l'autre il aura mis dans le rough et qu'il a pas de shot quoi. Donc c'est presque à l'extrême. Parce que déjà que c'est dur sur un Open de France, je pense que ça va être très très compliqué sur une rider. Parce qu'avec toute la pression qu'il y a, je pense que les fairways ils vont les voir encore plus petits que ce qu'on peut les voir là. Donc je pense que ça va être à peu près le même setup. Maintenant, fin septembre, s'il fait plus froid, la balle ne portera pas. S'il y aura peut-être un peu plus d'air, un peu d'eau, bon courage. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Alors, il le dit, Michael Lorenzo Vera, bon courage pour les joueurs. Alors, est-ce qu'au final, quand on écoute Michael, c'est vraiment, c'est moins de spectacle, plus de stratégie pour cette Ryder Cup, Benjamin? Je pense que ça va être, on parlait tout à l'heure de Russell Knox qui touche beaucoup de fairway, beaucoup de greens, ça peut vraiment être une Ryder pour ce type de joueur. Évidemment, surtout Francesco Molinari et Alex Noren qui sont très bons au national, qui sont des machines pour toucher les cibles et qui sont de très très bons stratèges. C'est vrai, ça va vraiment être taillé pour eux et j'ai hâte de voir notamment les foursomes
quand vous aurez qu'une balle en jeu et votre partenaire entre guillemets sur le dos, ça va être terrible de tenir cette pression mise par le parcours et mise par l'épreuve. Parce que là, on l'a bien vu, si vous sortez de la première tonte, c'est quasiment au centrage et au-delà, vous perdez carrément la balle, sauf si vous avez des spotters. Donc ça va être vraiment passionnant à suivre, notamment en match-play. Et il faudra vraiment pas s'attendre, comme à Hazeltine, à des moins 10, comme sur la partie Garcia-Mickelson du dimanche, quoi. Alors justement, Thomas Levet, lui, il a joué une Ryder Cup, c'était en 2004. Et justement, il nous donne aussi, lui, son avis sur le côté moins de spectacle, plus de stratégie en septembre prochain. On l'écoute, Thomas. Des trous vont saigner dans le par, mais il va y avoir aussi de très très gros retournés de situation. Ouais. Parce que le mec voit son adversaire dans le foin, lui il est bien placé, il voit l'adversaire qui recentre, il se dit bon c'est bon, j'assure le milieu du green, se retrouve à l'autre bout du green, et puis le mec il va se prendre des 3 putts dans la gueule pendant que l'autre il fait approche putt pour faire le par. Ou alors il se met dans l'eau au dernier moment, alors que l'autre est vraiment dans la merde. Par exemple au 15, tu peux gagner le trou en faisant 6, hein, j'ai déjà vu. Hein. Tu vas avoir des grosses surprises dans la semaine de Ryder Cup. Il n'y aura pas des mecs qui vont être moins 9 ou moins 10 hein, et gagner leur match one-up comme Mickelson, Garcia à la dernière Ryder Cup. Donc ici, il va falloir s'accrocher aux branches et puis selon la météo. Sur la météo, ça peut être quand il y a du vent ici, dès qu'il y a un club et demi de vent, ça peut être une cata. Alors Thomas Levet le dit, des trous gagnés en 6 par exemple sur le 15, c'est Oui, un peu exagéré ou c'est peut-être un peu exagéré. On sait jamais, de toute façon, on sait jamais. En golf, non, mais c'est sûr qu'il va y avoir des retournements de situation pendant 3 jours. Ça va être une Ryder Cup absolument incroyable, on est persuadé. Avec encore une fois quelques-uns des meilleurs joueurs du monde, quasiment les 24 meilleurs joueurs du monde. Ça va être fabuleux. Benjamin. Après, est-ce que c'est ce dont on a besoin, notamment en France, de montrer une Ryder Cup avec des coups de recentrage et du grinding, enfin vraiment avec des joueurs qui s'accrochent comme des fous plutôt que faire des birdies? Ça, je suis pas trop sûr. Par contre, ça sera à l'avantage de l'Europe, évidemment. Des greens lents et des roughs très hauts. Alors justement, quand on parle de l'Albatros, on évoque souvent les trous 15, 16, 17, 18. Alors est-ce que c'est un finish de match-play? On écoute justement l'avis de Raphaël Jacquelin qui lui nous parle du trou numéro 15. Tu auras quand même plus de birdie. Quoi qu'il arrive, parce que les mecs qui sont 2 down départ du 15, tu vas y aller dans ce drapeau coincé à droite. Tu n'as plus trop le choix. Ouais. Enfin, en fonction de ce que joue l'autre. Mais ce qui est marrant, c'est quand tu vas être 2 down sur ce trou-là, enfin, si tu es down, suivant la mise en jeu de l'autre, l'idée, ça va être vraiment d'aller dépasser juste son drive pour qu'il joue en premier. Ça, je pense qu'il y a de la stratégie comme ça, j'en ai pas discuté avec lui encore, mais faut faire jouer celui qui est up en premier, quoi. Ouais. Parce qu'ici, d'un seul coup, si tu vois l'autre qui fait une erreur, tu peux jouer à 15 mètres à gauche, et au 15, tu prends plus de risques. Ce qu'on fait un stroke play, quoi. Alors cette fin de parcours, comme le dit Raphaël, est-ce que ça peut faire beaucoup de dégâts? Est-ce qu'on peut, c'est ça la stratégie, c'est justement faire jouer celui qui sera devant en premier? Oui, c'est sûr, au 15 et au 18, même si ce sera un peu plus compliqué au 18 qu'au 15. Non, mais c'est surtout que rien ne sera terminé. De toute façon, c'est pareil en stroke play. C'est pour ça que ce parcours est fabuleux. On sait très bien qu'il peut tout se passer sur les 4 derniers trous en stroke play comme en match play. Est-ce que vous ne pensez pas que beaucoup de matchs peuvent se finir avant? Avant le 15, faut quand même pas exagérer. Hein. On a quand même une forte chance d'arriver au 15. Hein. Il y a quand même en Ryder Cup, c'est les meilleurs joueurs du monde. Il y a 2 ou 3, 7 et 6 par édition, mais c'est voilà, il y en a pas beaucoup. Hein. Donc non, ça va arriver et ça va être un finish pour peu qu'il y ait 2, 3 voire 4 matchs qui arrivent en même temps sur 15, 16, 17, 18. Ça va être une ambiance de dingue. Voilà, vous allez chanter, Arnaud? Un véritable stade de foot. Alors, quelque chose d'autre à ajouter, Benjamin, sur ce parcours de l'Albatros, sur ce côté match playable? Non, j'espère juste qu'effectivement qu'il y aura quand même, enfin évidemment il y aura un spectacle fantastique, notamment derrière les cordes. J'espère juste que le rough et la lenteur des greens sera pas un frein à une belle publicité pour le golf. Mais bon, j'ai pas trop de doute là-dessus. Ce sera une superbe semaine. Quand on voit Mickelson qui apparemment serait venu s'entraîner, ouais, ça se murmure que l'équipe américaine serait dans les parages aux alentours du 13, 14, 15. Et Mickelson serait venu ce lundi normalement. Encore une fois, Mickelson, Woods. Enfin voilà, on en rêve. Déjà, ça va être une Ryder Cup de dingue. Mais il y a 6 mois, on n'y croyait plus à ces deux-là. Si en plus ils sont là, ouais, il y aura probablement pas de joueurs français, mais ce sera la tout petit bémol. Mais ça va être absolument fabuleux. Voilà. Et surtout qu'on parle de Woods et Mickelson qui joueraient ensemble. Donc là, imaginez ce que ça pourrait. Moi j'ai vu en ça. Ryder Cup. Ouais, qui joueraient ensemble, qui se sont entraînés pour savoir quelle balle ils allaient jouer.
Moi j'ai lu ça, monsieur Cadieux. Apparemment, vous avez l'air surpris. Moi, j'ai lu ça. J'ai lu effectivement qu'il y a un match play télévisuel. Non, mais même qui s'était qui s'étaient entraînés ensemble aussi pour parler un peu de on la apprend balle, des choses à ce podcast. Et qui parlaient de jouer ensemble. En tout cas, qui jouent ensemble ou qui jouent pas ensemble. Déjà, s'ils sont là, ce sera quand même un truc de voilà. Enfin, on les a jamais vus. Parce que du coup, en vous écoutant, la participation de Tiger Woods semble actée du coup. Elle n'est pas actée, mais bon, il est 69e mondial. 68. Voilà, il est en 68. Il a encore fait un top 5. Bon, ça va être. Après, encore une fois, c'est pas Alexander Levy. Il faut pas qu'il rentre dans les 30 forcément, mais il va falloir qu'il se rapproche quand même encore un peu. Parce que le dernier américain, c'est sûr qu'il sera dans les 20 premiers mondiaux. Pour moi, il a un totem d'immunité. Il a un totem d'immunité, ce joueur. Ici, à force d'enchaîner les top 15, ça devrait pas se il reste encore en plus deux majeurs pour Woods pour prouver qu'il a définitivement sa place. Il n'est pas qualifié pour le Bridgestone. Vous imaginez la pression du joueur qui va être pris à la place de Tiger Woods, ça va être compliqué quand même. Hein, et celui dont on va dire, bah tiens. Il y a pire, c'est celui qui va jouer en double avec lui. Allez, en tout cas, affaire à suivre. Avant de terminer cette émission, justement, nous allons faire un détour du côté de notre fameuse ligue fantasy du Journal du Golf. On le rappelle, vous êtes plus de 500 à jouer avec nous chaque semaine. Alors Rémi, qu'est-ce qui se passe? Il me semble que ce week-end, c'est pas passé comme prévu. Bonjour, d'abord Jean-Philippe, effectivement, week-end catastrophique pour notre équipe Journal du Golf. Alors sans plus attendre, je me tourne vers Théo, notre expert consultant qui nous Est-ce que c'est une bonne chose de se tourner vers Théo qui nous a donné un peu des tuyaux en bois, on va dire. Il a essayé de faire une équipe Théo, mais Théo, expliquez-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Semaine très compliquée. Déjà, j'ai eu 3 joueurs on a eu 3 joueurs qui ont raté le cut. Il y a eu. Non mais Théo, déjà, ce qui est très compliqué, c'est que maintenant vous partagez le quotidien de Jean-Philippe et de Rémi et ils vous tirent vers le bas. C'est une évidence. Quoi. Moi, je ne participe pas à la fantaisie, Arnaud. Jusque-là, vous étiez assez performant. Enfin, vous êtes classé à la fantaisie, assez mal d'ailleurs. Il faut le reconnaître. Mon pauvre Théo, l'été va être long pour vous. Non, mais on va remonter la pente tous ensemble, il n'y a pas de problème. Mais c'est sûr qu'avec 3 joueurs qui loupent le cut et à part John Ram, les 2 autres qui font top 15 et juste top 30 pour Rory qui était mon capitaine, c'est sûr que c'est pas suffisant pour marquer assez de points et gagner des places. Du coup, on en a perdu. Personnellement, j'en ai perdu 15 et ça sent ça sent la chute libre. Ça sent la dégringolada. Le seul problème, évidemment, Rémi, si vous copiez aveuglément ce que fait le jeune Théo, forcément. Je savais pas que vous étiez coach, Arnaud, mais pour les choix tactiques, on en reparlera plus tard. Il est coach, mais il participe pas. C'est facile à dire après. Hein. D'accord. Alors, Rémi, on imagine que vous aussi, c'est pas terrible. Oui, effectivement. On a perdu. Donc Théo a dit 15 places, nous on en a perdu 30 à la team JDG. On passe 232e de la ligue. Oui, mais 232e, il faut les remonter maintenant. Donc merci. On était Théo. 200e. 200e exactement. C'était le meilleur classement en carrière, ça. Non, on était monté 160, je crois. Mais quand on était 160. Au tout début. Quand on était 160. Moi, en tout cas, je crois en vous, messieurs. Cette semaine, c'est encore un Rolex. C'est le Scottish. Alors, Théo, c'est quoi l'équipe de cette semaine? Alors, moi, l'équipe de Théo ou l'équipe de Rémi? Pour l'instant, c'est l'équipe de Théo. D'accord, pas forcément l'équipe JDG. Non. Alors pour ma team perso, j'ai décidé de mettre Andy Sullivan capitaine, peut-être un peu surprenant, mais il a fait 5 top 10 sur ses 7 derniers tournois et je le vois bien au Royaume-Uni faire une grosse semaine. Après je mets Russell Knox pour sa forme actuelle, même si je le vois pas faire le doublé, je le vois pas non plus faire +5 et rater le cut. Il est cramé maintenant. Et après je vois bien Raphaël Jacquelin en bonne forme, qui avait fait 2ème sur ce parcours il y a 3 ans, alors ça remonte, mais bon je pense qu'il y a des bons souvenirs là-bas. Après je mets Justin Rose, parce que top joueur mondial. Jorge Campillo, l'espagnol, qui fait une très belle saison aussi et qui le Campillo du monde. Ouais, qui est encore loin de la Ryder, mais qui pourquoi pas avec d'autres grosses perfs. Jorge Campillo en Ryder. Pas tout de suite, mais s'il continue à faire des top 5. Il est en haut des leaderboards, Jean-Philippe. Et enfin, je termine Patrick Reed, numéro 1 de la race, et toujours bien placé sur ses derniers tournois, même si c'est en Écosse, c'est pas son terrain de jeu habituel. Je le vois bien faire une belle semaine. Alors, Rémi, elle me plaît cette équipe. Est-ce que Rémi, je vous demande, s'il vous plaît, Arnaud, on est sauvé. Non, mais en revanche, c'est juste Justin Rose à la place de Andy Sullivan en capitaine. Après, ça peut être le pari aussi, le pari de la semaine. Donc j'ai écouté Arnaud sans faire exprès peut-être. Donc pas tout à fait la même équipe que Théo. On a quand même 3 en commun, c'est Campillo, Reed et Rose. Justin Rose qui est notre capitaine d'ailleurs. Bravo Rémi. Et puis on a fait 3 petits paris. Alors vous allez nous dire Arnaud ce que vous en pensez. Matt Couchard qui avait terminé 2ème à Goulaine. C'est pas mal. Deuxième à Goulaine en 2015. qu'Adrian Otaegui la semaine dernière. Voilà exactement. On prend aussi Tyler Latton qui adore ce genre de parcours et qui joue bien en Scottish. C'est pas mal aussi. 2 top 5 en 4 venues. Et enfin Mathieu Pavon, notre petit Frenchie.
La PAF qui avait fait 3ème du Scottish l'an passé, même si c'était pas sur le même parcours, et Pavon qui reste C'est plus sur un osé top déjà 10. comme. Oui, mais top 10 à l'Irish dimanche, 25ème à l'US, En Arnaud. tout cas, Alors. on leur souhaite de faire tous de leur mieux. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine en direct du Vaudreuil, parce que la semaine prochaine, il y a le British Open, mais il y a aussi le Vaudreuil Golf Challenge. On va se régaler, messieurs. Ah, ça va être super, surtout que nous n'aurons pas Benjamin avec nous, mais pour le meilleur, puisqu'il sera en direct de Carnoustie pour nous faire partager tout son savoir sur Et le nous faire terrible saliver. links écossais. Allez, salut. Journal du golf, le podcast sur l'équipe.fr.